Bonjour et bienvenue à cet autre épisode du podcast du CIM. Aujourd'hui, on va parler du rôle de l'officier du service d'incendie, l'officier en caserne. J'ai eu une super rencontre avec Michael Terrien, qui est lieutenant intérimaire à la caserne 5 au centre-ville de Montréal. Un mot sur cette entrevue, passionné. Michael est un passionné de son métier, passionné de sa fonction et je voulais absolument qu'on rencontre un pompier qui vient d'être nommé lieutenant, donc qui est un lieutenant intérimaire, pour qu'on puisse voir un peu comment pense la nouvelle génération. Vous allez voir, là, il y a vraiment une différence entre moi qui est en fin de carrière et lui qui commence son rôle d'officier. Alors, un podcast super intéressant qui nous amène un peu sur les différentes facettes du rôle d'un officier en caserne. Allez, bonne écoute! Fait que, salut, Michael. Salut Martin. Bien content de t'accueillir aujourd'hui à ce podcast-là. Je fais toujours la même chose quand je commence le podcast. J'aime toujours ça que la personne que je reçois se présente. Alors, qui es-tu, toi, Michael Terrien? Michael Terrien, je suis pompier éligible à la caserne 5. Donc, Ouais. je suis pompier au centre-ville. Avant d'être pompier à Montréal, j'ai eu un petit parcours là, temps partiel. Donc, j'ai été pompier, entre autres, là, à la ville de Mirabel, OK? pompier à la ville de Saint-Jérôme, puis pompier à la ville de Laval. OK? Puis aujourd'hui, ça fait environ une dizaine d'années que je suis pompier au service d'incendie de Montréal. Tu as dû parler pompier éligible. Il y a des gens qui nous écoutent, qui ne savent pas exactement ça veut dire quoi, c'est un pompier éligible. Tu es capable de me dire un peu c'est quoi? Exact. En fait, un pompier éligible, c'est pompier avec l'éligibilité à la fonction supérieure. Donc, OK? lorsqu'il y a un besoin, je peux agir en tant que lieutenant, donc en fonction supérieure. J'agis comme un officier sur une unité au service d'incendie de Montréal. Fait que tu as réussi les examens de lieutenant, sauf qu'il n'y a pas de place comme telle pour toi pour le moment, donc tu agis en fonction supérieure. Exactement. OK, Exactement. parfait. Fait que tu es pompier à Montréal depuis une dizaine d'années, tu disais, c'est ça? Exactement. Je suis au centre-ville de Montréal, puis je suis également impliqué là, dans la formation, au centre de formation. Ouais. J'ai été 5 ans environ instructeur RIC, donc équipe d'intervention rapide. Ouais. Puis, ça fait 8 ans que je suis impliqué dans l'équipe BGHMV, donc la spécialité des bâtiments de grande hauteur au centre-ville de Montréal, puis également le Montréal-Ville-Intérieure, ce qui se retrouve à être en fait le Montréal souterrain. À l'intérieur du centre-ville, on a des bâtiments qui sont reliés entre eux. Puis notre équipe s'est spécialisée là, à développer en fait une cartographie, mais également là, des procédures, comment intervenir à l'intérieur là, de ces complexes-là d'envergure au centre-ville de Montréal. On fera pas semblant, c'est un groupe que je connais bien, Oui. BGHMVI. Mais ouais, c'est super bien. Puis tu sais, je trouve ça bien parce qu'en plus de faire ta fonction d'officier, qu'on va parler un petit peu plus loin, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui, tu es aussi instructeur au centre de formation avec un paquet d'autres gars de qualité, de filles de qualité. Puis en fait, on va en parler plus loin, mais pour moi, ça vient quand même ensemble. Je veux dire, mon Ouais. développement au centre de formation a permis de grandir comme instructeur, a permis de grandir comme au niveau de mes compétences. Puis c'est ce qui m'a appelé à aller à officier relativement jeune dans ma carrière, avec peut-être parfois moins d'années d'ancienneté que d'autres, parce que je me sentais prêt, je me sentais en confiance, en raison de mon implication au centre de formation, en raison de mon développement. Puis ça m'amène à la question, pourquoi tu es allé officier? Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu disais, hey, moi, là, je vais être un officier au CIM? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, là, c'est que, en fait, au niveau des rôles et responsabilités d'un officier, là, ça m'interpellait d'avoir à faire de la gestion d'intervention. Donc, pour mettre en contexte, là, les pompiers de Montréal, lorsqu'on arrive sur une intervention, bien, un officier va avoir à faire de la gestion, va avoir à que ce soit le premier officier qui va prendre le PC ou plutôt la gestion du site, ou que ce soit les unités en reconnaissance, ils vont avoir des tâches précises dans lesquelles ça va être un élément tournant de l'intervention. Puis ce rôle de l'officier-là, ça m'interpellait. Tout ce qui est la gestion d'intervention, là, c'était vraiment
quelque chose qui m'interpellait. Quand j'étais pompier, moi, ce qui m'avait amené à devenir officier, c'était justement ça, la notion de prendre des décisions, de leader mon équipe, tout le kit. Es-tu dans le même mood, toi aussi? C'est-tu un peu dans le même patente? Assurément. Tu peux Ouais. pas devenir officier sans avoir ce rôle-là à faire. Puis c'est quelque chose qui est stimulant parce que c'est sûr qu'on s'expose, si on se met un peu devant des situations qui sont pas toujours faciles à gérer. On arrive comme jeune éligible. Il y a 2 jours, tu étais pompier, puis aujourd'hui, tu es assis en avant, tu prends les décisions, tu as un accident d'auto, comment tu gères le site, comment tu gères les victimes, est-ce que tu appelles d'autres unités? Donc, c'est beaucoup de responsabilités. Toutefois, on a la chance d'être encadré, on a la chance d'avoir des procédures qui sont claires, puis ça devient extrêmement stimulant là, lorsqu'on prend quelques années d'expérience. Bien, c'est sûr qu'on s'accomplit à l'intérieur de ça. Fait que t'as pas fait un mauvais choix. J'ai T'es- pas fait un T'es mauvais choix, content je le d'être regrette dans- pas. Ouais, Exactement. Parfait. Pour ceux qui connaissent un peu moins le métier, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui connaissent bien le rôle d'un officier, tout le kit, mais un officier au CIM, quand on parle de rôle et responsabilité, j'aimerais ça qu'on détermine ça un petit peu plus. C'est quoi les rôles, les responsabilités d'un officier au CIM? Puis peut-être déterminer, tu sais, toi, tu es lieutenant intérimaire ou éligible à la fonction de lieutenant, donc tu es un officier sur un véhicule. Il y a un poste de capitaine qui existe dans la caserne où c'est la personne qui est comme responsable de l'équipe et du fonctionnement de l'équipe dans la caserne. Mais si on vient au rôle et responsabilités d'un officier, comment toi tu vois ça? Qu'est-ce que tu penses comment tu vois ça? Lorsqu'on parle à la caserne, le rôle d'un officier va être. Il va y avoir des tâches administratives Ouais. naturellement. Donc, lorsqu'on parle là, de l'entretien des bâtiments, de s'assurer que les inventaires, etc., ça, c'est une partie de gestion administrative. Également, en caserne, il va y avoir le développement des pompiers. Donc, oui, on est officier, mais le développement des pompiers, ça fait partie de notre devoir. Que ce soit des formations, au niveau des formations obligatoires, ou que ce soit de préparer ces pompiers-là, de les passer de recrues à les apporter à peut-être un jour soit devenir des premiers chauffeurs, à devenir des officiers. Donc, le développement des pompiers, c'est à la charge de l'officier. Puis ça, c'est un rôle important, là, à mon avis, d'un officier en caserne. Donc, un des rôles, ça, là, tu sais, ce que tu regardes, toi, c'est au niveau du coaching, au niveau de l'accompagnement de ton équipe. Ça, c'est parfait. Exact. Il y a d'autres choses? Bien, si on regarde sur une intervention, Ouais. bon, les pompiers, là, ils arrivent, sont armés jusqu'aux dents, ils ont un appareil respiratoire, sont gros, ils ont les hausses, tu sais, ils ont des tuyaux, sur le dos, et là, ils sont prêts à intervenir. Lorsqu'on a un début d'incendie, là, pour mettre en lumière le rôle de l'officier versus le rôle de pompier, le rôle d'un pompier, là, on a un début d'incendie au 2e étage. Le pompier, il a sa hache, il a son allégune, il est prêt, il va défoncer la porte. Donc, tu sais, on va être vraiment dans l'action. Alors que l'officier va peut-être, par exemple, regarder au niveau de la fumée, faire une analyse de la fumée, regarder notre incendie, de quelle façon il se propage. Puis, arrivé à l'intérieur, va donner un compte-rendu à notre officier, au premier officier qui est arrivé, pour donner le topo de ce qui se passe. C'est quoi les conditions? Est-ce que notre incendie semble se propager à l'étage supérieur ou est-ce que c'est un incendie de contenu? Donc, on a beaucoup de gestion à faire au niveau de l'intervention, même si c'est pas toi qui gères tout le site, mais tu vas gérer, par exemple, un secteur où tu vas gérer une équipe, tu vas gérer les tâches qui vont être effectuées. Il faut que les gens comprennent qu'on est beaucoup, ces fois, sur des interventions. Mais ce qui fait qu'on est bon, c'est qu'on est très structuré. Exact. Puis la structure vient de l'aspect militaire un petit peu, d'avoir un officier avec une équipe. Puis chaque officier est responsable de son équipe. Puis après ça, dans la structure de commandement, on est tous sur la responsabilité du poste de commandement. Exactement. La hiérarchie, ça fait Ouais. partie de nous. Jour 1, lorsqu'on rentre, on est pompier, on est attitré un officier, mais on reste avec cet officier-là tout au long de notre intervention. Donc, ça aussi, ça faisait partie là, des rôles et responsabilités cruciaux, en fait, là, qu'on a à faire comme officier sur les interventions. Tout le monde le dit, tout le monde le sait que les pompiers travaillent en équipe. On est vraiment des gens soudés. C'est ce qui fait la force de notre travail, en fin de compte, de notre réussite. L'importance de l'équipe. Moi, j'aimerais ça que tu t'expliques aux gens qui nous écoutent, pour toi, l'importance de l'équipe, c'est quoi? Écoute, pour tenter là, de le mettre en lumière, là, l'équipe, c'est notre priorité. Prendre soin de nos confrères, les relations interpersonnelles, là, c'est quelque chose de tellement important. Je veux dire, parfois, ça fait la différence là, entre une intervention qui va bien puis une intervention qui va pas bien. Puis quand je parle de travailler en équipe, là, pour moi, c'est pas juste
avec mes confrères, là, on est 12 à ma caserne, c'est pas juste avec mes 12 collègues, c'est aussi avec mes casernes avoisinantes, les personnes avec qui je réponds au day-to-day, de travailler, de savoir qu'est-ce que les autres vont faire. On a répondu récemment là, sur une intervention d'envergure au service d'incendie de Montréal, une 5e alerte, là, un feu qui a monopolisé pendant comme plus de 24 heures les pompiers de Montréal. Puis, à notre arrivée, l'équipe sur laquelle j'étais a procédé à un sauvetage au 2e étage. Mais ce sauvetage-là, il a été possible parce qu'on a travaillé en équipe. Puis, je te donne un exemple, mais dès l'arrivée des premiers pompiers, une installation a été faite avec des tuyaux d'envergure, des gros tuyaux pour arroser au 1er étage. Mais le fait d'arroser au 1er étage a augmenté les chances de survie au 2e étage. Puis par la suite, là, nous, on est rentrés, on a réussi à prendre la victime, on l'a sorti. Le chauffeur d'échelle, il était positionné parfaitement, ce qui a fait en sorte qu'on a pu sortir la victime. Puis, on réussit à sortir la victime. Dès qu'on l'a sorti, une 3e unité est là, sont prêtes, ils ont déjà le ballon masque prête à ventiler la victime. Ce qui a fait en sorte que cette victime-là, aujourd'hui, elle est encore en vie. C'est pas une victime, en fait, c'est un citoyen de Montréal qui est en vie sans séquelles parce que nous avons fait un travail d'équipe. Fait que, on peut le voir là, vraiment micro, mais quand on le voit macro, là, cette intervention-là, elle définit bien le travail d'équipe. Ça définit bien le travail d'équipe, ça définit bien aussi que si chacun fait son rôle de façon correcte, tous les morceaux, j'appelle ça les morceaux de Lego, vont tous s'imbriquer un en arrière de l'autre, puis ça va faire qu'on a, la situation qui est presque parfaite. Là. Exactement. Donc, c'est vraiment une belle... je pense que ça permet de bien imager le travail d'équipe des pompiers de Montréal. Puis, on parle du service d'incendie de Montréal parce que c'est pas une caserne, c'est pas une équipe, c'est le service d'incendie de Montréal qui a agi en équipe pour réussir ce sauvetage. Oui, puis il faut que les gens comprennent aussi que c'est pas juste au niveau des opérations qu'on travaille en équipe, mais le centre de communication, c'est la même chose. Là. Quand plusieurs appels rentrent en même temps, là, tout le monde se met en travail d'équipe. C'est la même chose au niveau de la prévention. En fin de compte, on est habitués, nous autres, à travailler en équipe. C'est un peu notre ADN dans tout ça. OK, bien, c'est super bon. Puis ça amène l'autre point, l'aspect client. Puis là, les gens qui nous écoutent, il y a des citoyens, puis il y a aussi des pompiers et des pompières dans les casernes. L'aspect client. Moi, je trouve ça super important, mais moi, je suis un vieux pompier avec beaucoup d'expérience qui est près de ma retraite, mais toi, qui es un nouvel officier, un nouveau pompier, un nouvel officier dans l'organisation, parle-moi de l'aspect client. Comment c'est quoi ton approche par rapport à ça? J'ai une image en tête là, qui est, en fait, les propos du 102, là, notre assistant directeur ou le directeur adjoint plutôt, qui mentionne toujours que si la ville de Montréal était un champ de patates, on n'aurait pas besoin de pompiers. Mais c'est une image qui est forte en voulant dire notre priorité, là, c'est le citoyen. Le citoyen est au cœur de nos décisions. Puis quand on intervient, c'est toujours en lien avec le citoyen. Pour moi, le citoyen de Montréal, là, puis pour l'imager là, sur les interventions avec une action concrète, là, on a un dégât d'eau. On a une intervention... Donne-moi un exemple précis. Là, quelque chose de tangible. Là. J'en ai toujours quelques-uns, mais vas-y. Un exemple précis, là, on répond sur Sherbrooke, on a un dégât d'eau, une tête de gicleur qui a brisé à cause du froid dans les dernières semaines. Puis là, il y a environ 6 pouces d'eau sur le plancher. Okay. C'est un commerce d'échange d'argent. Fait que là, tu te dis, crime, ils doivent être multimillionnaires, eux autres, ils transigent de l'argent, etc. Fait qu'on arrive là, on arrête la fuite rapidement, on arrête la pompe incendie, mais là, il y a beaucoup d'eau, puis ça peut causer du dommage parce que ça s'en va dans les commerces voisins, t'sais. Et là, les pompiers sur notre équipe, le chauffeur, on est là avec les racloirs ou les squeegees, puis là, on enlève toute l'eau, puis à un certain moment, le citoyen vient me voir puis dit « Merci », il dit « Nous, on n'est pas assurés ». Puis là, nous, on était là à se démener puis sans penser aux assurances. Mais là, on réalise. Puis là, il me serre la main, là, puis avec les yeux pleins d'eau. Puis là, il me dit merci énormément. C'est des situations comme ça qui te ressentent sur notre travail de pompier quand on dit aider les citoyens. Là. C'est un exemple concret que pour cette personne-là, cette journée-là, on a fait la différence. T'sais. Puis vas-y, je t'ai un autre exemple. J'en ai un autre exemple juste parce que hier, on se remet d'une tempête hivernale, donc faut que tout le monde sache qu'on est le 18 février 2025. Exactement. On enregistre ça aujourd'hui et c'était la tempête des 2 dernières journées. On a reçu 70 cm. Parfait. Contexte est réglé. Exactement. On a mis le contexte. On se promène avec le véhicule, le poste de commandement, puis...
des citoyens coincés dans la neige, tu sais. Puis nous, tout simplement, on arrête le véhicule, on débarque, puis on s'en va pousser les voitures, tu sais. Puis là, on est là, puis le monsieur qui est là dans son auto, il y a une petite Mazda rouge, puis il n'y a pas de pelle, il n'y a pas de... Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de traction. Et là, je me dis, je pense qu'il n'aurait jamais été capable de sortir de ça. Puis là, on fait juste le pousser, puis il nous regarde, puis il est comme, ben, merci tellement, tu sais. Juste comme un merci sincère. Ça fait partie de notre réalité. Puis, c'est ça, comme pompier, une de nos tâches, là, c'est que le citoyen, il a le droit au même service, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, peu importe l'heure à laquelle il appelle. Le citoyen va généralement faire le 911 une fois dans sa vie. Ouais. Puis nous, on arrive, là, on est 3-4 véhicules. Le citoyen a dit, il y a de la fumée, je suis pas sûr. Peut-être on est 5 véhicules, on a un chef aux opérations. Puis là, on débarque, on est prêt, on regarde. Puis là, finalement, c'est juste un caille. Parce que nous, on envoie beaucoup de cailles qui font des fois. On envoie des jouets dans les cailles. Mais pour le citoyen, là, c'est la première fois de sa vie qu'il se dit, je suis peut-être en train de passer au feu. Puis il nous appelle parce qu'il a besoin de nos services. Alors, une des choses que je fais toujours avant de quitter les lieux, donc je vais lui expliquer notre intervention, puis avant de quitter les lieux, je vais toujours lui demander, avez-vous des questions pour nous? Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions sur l'intervention? Puis des fois, ça fait la différence de dire, mais pourquoi vous êtes répondu avec autant de véhicules? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Tu sais, des fois, là, un appel une odeur d'essence, ou une odeur de... Puis là, on n'est pas sûr, puis là, nous, finalement, OK, c'est bon, on s'en va, mais plutôt que de s'en aller, on prend le temps d'informer les citoyens. Ça fait la différence. Et ça, c'est un excellent point. Moi, je suis bien d'accord avec ce principe-là parce que, comme tu dis, les citoyens appellent le 911 une fois dans leur vie, peut-être 2. Puis là, les pompiers arrivent, ils règlent le problème, ils s'en vont, puis c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Exact. Ça, c'est super bon. Puis toi, tu as de la chance, en étant au 5, d'être exposé à quelque chose, tu as dit quelque chose d'important, tu as la chance d'être exposé à autant des citoyens qui sont plus fortunés ou qui ont plus de chance dans la vie que d'autres qui en ont beaucoup moins. Vous autres, vous êtes exposés dans le même cadre de travail. Tu peux faire 2, 3, 4, 5. Bon, on parle du 5, on parle de plusieurs appels, là. Mais tu peux rencontrer ces gens-là autant d'un côté comme de l'autre. Puis il faut qu'ils aient le même service. Exact. Parfois, on a des nouveaux arrivants qui s'en vont au complexe Guy Favreau, un complexe fédéral, que c'est peut-être leur première journée au Québec. Là, la réalité, la neige, ils n'ont peut-être jamais vu ça de leur vie. Puis là, eux, ils appellent parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont besoin d'aide. Puis là, ça se peut qu'il soit 3 heures du matin. C'est ça notre réalité. Mais on est toujours là pour le citoyen, puis c'est notre priorité. Puis le service qu'on offre aux citoyens, la sensibilisation qu'on fait avec les citoyens, on le remarque que ça a une importance. Puis, dans la même veine d'idée de sensibiliser les citoyens, on a une alarme incendie. On répond parce que, peu importe, il y a de la fumée de cuisson qui est allée dans le corridor au 5e étage. Bien, avant de quitter l'intervention, je vais toujours prendre le temps de prendre le micro-annonciateur. Le public address en anglais. Le public address, c'est le PA que j'avais. Le micro-annonciateur pour mentionner à tous les citoyens qu'est-ce qui est arrivé. Puis je vais lui transmettre le message en français et en anglais. Parce que ce que je veux éviter, c'est que le citoyen il pense que c'est un défaut. Le système d'alarme, c'est une problématique avec le système d'alarme. Non, on est venu ici. On est allé au 5e étage, il y avait des aliments surchauffés, il y avait de la fumée de cuisson, tout est normal, on a réarmé le panneau, vous êtes en sécurité. Puis le fait de sensibiliser les citoyens, ça va faire en sorte que, il voit les camions de pompiers arriver, il comprend qu'il s'est passé quelque chose, il est peut-être déjà en train d'évacuer, puis la prochaine fois que le système d'alarme va sonner, ce citoyen-là va se mettre à évacuer, plutôt que d'attendre en se disant, c'est encore une fausse alerte. Ouais, fait que tu essaies de changer le comportement, en fin de compte, de tes citoyens en prenant le temps, quelques minutes de plus après ton appel, de juste expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Puis en même temps, ça te permet de vérifier si le système fonctionne bien. Exact. Écoute, il y a un autre élément que je veux parler. On parle de... Là, je t'écoute parler, tu sais, puis je me dis, wow, c'est le fun de voir des jeunes officiers qui pensent comme ça, puis qui voient ça, l'importance du service client, l'importance de bien faire son travail, nanana. Mais... ça prend quelle qualité, selon toi, pour être... Puis là, je ne veux pas faire comme... On dirait qu'on fait une entrevue d'embauche. C'est pas ça du tout, mais les qualités. Tu sais, quelle qualité ça va chercher chez toi, puis quelle qualité que toi, tu n'as peut-être pas, puis tu dis, voyons, il faut que je développe ça, tu sais, comme officier, là, puis... Bien, dans un premier temps, là, les habiletés ou les communications interpersonnelles, là, pour moi, c'est très important. Ça se reflète dans notre rôle d'officier de différentes façons, que ce soit avec le citoyen. Tu sais, on a vu un exemple avec le citoyen,
mais aussi avec nos pompiers. Parce que on veut développer nos pompiers, puis ça va arriver dans notre carrière qu'il va y avoir des petites problématiques avec des pompiers. Récemment, on a un pompier de 30 ans qui arrive à notre caserne, relation interpersonnelle hyper facile, il s'intègre très rapidement au groupe. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis l'appareil respiratoire. Ben moi, mon travail comme officier, Comment ça se fait que ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis l'appareil respiratoire? En fait, c'est qu'il a fait son diplôme d'études collégiales, mais entre le moment qu'il a terminé son diplôme d'études collégiales puis le moment qu'il a été embauché, ça lui a pris quelques concours puis environ 10 ans. OK, donc c'est un nouveau pompier. Oui, c'est une recrue. Une recrue qui a 30 ans en Exactement, âge. OK, je en pensais âge. qu'il avait 30 ans en date. Je 30 ans m'excuse. d'âge, OK. Il a 30 ans d'âge. Il arrive, il a fait Oui. ses 3 semaines d'intégration au centre de formation, puis là, Oui. il se retrouve dans votre caserne. Exactement. OK, contexte est bien placé. Le pompier, il a 30 ans, donc il a une expérience de vie, s'intègre hyper bien au groupe. Toutefois, ça fait quand même 2 jours qu'il est pompier. Ouais. Donc, nous, comme officiers, là, c'est de s'assurer de son développement. Il est très bien intégré, mais je veux m'assurer qu'il se développe. Donc, d'être capable d'y adresser, de dire, oh, telle intervention, on a une intervention fuite de gaz, de quelle façon qu'on va établir les jets? On se demande une attaque transport, ou on veut faire une attaque à partir de l'extérieur pour rabattre les flammes, Mhm. par exemple à 1 jet, 2 jets, de quelle façon on va venir de quelle façon on va être capable de l'appliquer De le sur faire. le terrain. Ça a une importance cruciale pour nous comme officiers, comme pompiers sur le terrain, mais quand on rentre comme recrue, des fois, on ne voit pas cette importance-là tant qu'on ne se l'est pas fait demander. Fait que, puis au final, d'avoir encadré cette recrue-là, puis de l'avoir apporté à où est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui, je veux dire, comme officier, c'est tellement gratifiant, tu sais, on parle des relations interpersonnelles, mais d'être capable de dire au crime, telle chose c'est important, puis de mettre l'emphase sur certaines habiletés ou certaines compétences, puis de voir après ça la progression de ces pompiers. Tu sais, puis je t'ai parlé de lui, mais je fais la même chose avec d'autres pompiers à ma caserne, mais c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant. Fait que là, en fin de compte, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas juste la partie intervention ou la partie être capable d'avoir la compétence pour faire le travail. Il y a toute la partie d'accompagnement aussi parce que tu as Exact. différents niveaux de pompiers, des plus jeunes, des plus expérimentés, des gens qui viennent de différents milieux. Puis là, il faut que le monde comprenne qu'on travaille toujours en équipe. On en a parlé tantôt. Oui. Fait qu'une équipe, c'est toujours diversifié. Tu as différentes personnalités, différentes... Fait que tu as ça à faire aussi comme... Ça fait partie de notre réalité Ouais, comme officier. ouais, tu sais. ouais, ouais, à ma ouais, caserne, ouais. j'ai la chance d'avoir une équipe d'officiers. Donc, on est 4 officiers à ma caserne. Ouais. Mais on va quand même avoir du coaching à faire à différents niveaux avec différentes réalités. J'ai des pompiers de 4 ans, j'en ai de 10 ans, puis j'en ai de 25 ans. C'est sûr que ça va pas être la même. Les attentes vont être élevées dans tous les cas, mais de différentes façons. Je ne vais pas m'attendre à la même chose d'un pompier de 25 ans d'expérience parce que il me le démontre à tous les jours, sa connaissance du territoire, alors que le pompier qui a 4 ans, ben aujourd'hui, c'est ta caserne, c'est important de connaître les rues, c'est important d'être capable qu'on se mobilise le plus rapidement possible, de bien connaître le secteur. Donc, tu sais, c'est des exemples qui permettent de démontrer. Puis on va demander une rigueur à tous les pompiers, à tous les officiers, peu importe l'ancienneté. Toutefois, les attentes ne seront pas identiques envers un pompier de 4 ans qu'un pompier de 20 ans en raison de l'expérience. Puis là, dans tous les livres qu'on peut lire sur les officiers, sur la position des officiers, on parle toujours de compétences, de professionnalisme, de leadership. Ça, c'est des beaux mots. J'aimerais ça que tu m'expliques, moi, comment tu le détermines, ton leadership. Là. Comment tu le fais? Puis peut-être que tu es un lieutenant intérimaire, tu es en développement, toi avec, peut-être que tu dis, il manque des... Parce que tu n'es pas le seul lieutenant intérimaire au CIM. Non. Puis on en a beaucoup. Puis notre service est jeune. Fait que toi, tu vis ça comment? Comment ça marche, ton leadership? Pour moi, le leadership, là, à tous les jours, c'est important de faire preuve de leadership. C'est important de bâtir le leadership. Le leadership, c'est pas quelque chose, ça vient pas avec un grade nécessairement. C'est pas parce que tu as réussi l'examen que tu fais preuve de leadership. Pour moi, c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'exemplarité, donc la façon qu'on agit. Je parlais de la rigueur, mais je me donne le devoir comme officier de toujours agir au meilleur de moi-même, peu importe l'heure. Puis je vais demander cette rigueur-là à mes pompiers parce que je vais être capable de moi-même la mettre en application. Puis après ça, quand je parle de développement, ben, le leadership, ça ne veut pas dire de tout savoir ou de tout faire. J'ai des pompiers à ma caserne qui ont des compétences en matière dangereuse. Puis on a des je te donne un exemple, mais on a un maintien de compétences à faire en matière dangereuse.
ben, c'est pas moi qui va donner la formation sur les matières dangereuses. Je vais utiliser ce pompier-là pour transmettre ses connaissances parce qu'il a une expérience, il a été dans la spécialité de matières dangereuses. Donc, son expérience terrain vient aider à toute l'équipe. Puis le fait que je l'intègre, le fait que je l'implique dans le développement, ben, il se sent valorisé, il se sent, le sentiment d'appartenance y augmente, et donc le leadership, il prend plus de responsabilités, et par le fait même, notre équipe grandit, et en tant qu'officier, ben, c'est d'être capable de manier les différents pompiers, d'élever les différents pompiers à tous les niveaux, qui fait en sorte que on peut démontrer le leadership. Là. Puis après, tu arrives au final avec un meilleur service aux citoyens. Puis comme on parlait tantôt, c'est notre citoyen, c'est notre raison d'être. Fait que tu arrives un peu. Wow, c'est Et super. pour moi, le leadership, là, Ouais, il vas-y. est aussi relié avec l'humilité. Donc, l'humilité de ne pas tout connaître, de ne pas tout savoir. On va demander le leadership j'ai étudié là, des centaines d'heures pour mon processus d'éligible ou de pompier éligible à lieutenant. J'ai pas étudié pour mon grade. J'ai étudié pour que la journée que j'arrive en fonction, je sois prêt à assumer le rôle de lieutenant. Donc, pour moi, c'est une distinction. J'étais pas en mode étude pour réussir l'examen. J'étais en mode étude pour accomplir le travail de lieutenant. Puis, j'étais à la caserne avec ces mêmes pompiers-là qui ont vu mon sérieux, qui ont vu le travail que je mettais, la rigueur, des examens, des problèmes de feu, là, où on met une photo puis on image un feu au 2e étage, comment on va déployer les unités à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire comme tâche. Mais je l'ai fait des centaines de fois, ce qui a fait en sorte que on arrive sur les interventions, ben, la gestion d'intervention, elle va bien. Je suis capable de donner des rôles, je suis capable de donner des responsabilités aux différents pompiers parce que j'ai un pompier de 20 ans de date qu'il peut me donner un feedback sur qu'est-ce qu'il a vu ou qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est aussi ça pour moi, le leadership. C'est pas de tout savoir, de tout connaître, c'est aussi d'être capable d'utiliser les forces de chacun au bon endroit, au bon moment. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que tu es passionné. Ça, oui. C'est sûr et certain. Ça, c'est indéniable. Le podcast s'achève, là, mais je voulais te poser une question avant. Donne-moi donc un exemple d'un bon coup que tu as fait comme officier. Puis à l'inverse, un exemple de quelque chose que tu as fait comme « Oh, ça, je ne maîtrise pas ça. Ça, j'ai échappé ça. » Parce que ça arrive, là. Tu sais, c'est pas tout le temps parfait, c'est pas tout le temps ça accroche, mais il y a des fois qu'on est super content d'une shot. On dit, ça, on a bien réussi ça. Puis il y a d'autres fois, on dit, ouais, ça ici, ça a été moins bon un peu. Es-tu capable? As-tu des exemples à me donner? J'en ai deux en tête. C'est soit l'exemple sur la rue Notre-Dame que je pourrais te transmettre. Vas-y, donne-moi celui que tu veux. En fait, l'exemple sur la rue Notre-Dame, là, on arrive puis on se stationne au secteur 4 du bâtiment, donc du côté droit du bâtiment. Puis, lorsqu'on arrive, en fait, un pompier qui est avec moi, il voit que dans la vitre, on cogne à la fenêtre au 2e étage. Puis là, du moment qu'il voit ça, parfait, on s'en va chercher une échelle portative. Je colle tout de suite une échelle portative parce que c'est au 2e étage, je le sais. On prend l'échelle portative, on arrive devant la fenêtre. Dès qu'on le met devant la fenêtre, dès qu'on met l'échelle appuyée au mur, je commence à m'endosser. Il y a un autre pompier du 200 qui vient nous aider, déploie l'échelle, on l'appuie sur la lèche de la fenêtre. Puis, je suis déjà endossé à ce moment-là. Je monte en haut, et quand j'arrive en haut, le citoyen n'est plus là. Et là, c'est un mur de maçonnerie porteuse, donc c'est un mur qui est épais. Ouais. Je me lance vers l'avant. Dans ma tête, là, je montais en haut, le citoyen allait descendre, le citoyen n'est plus là. Et là, je me lance vers l'avant, et là, je saisis les jambes du citoyen, tu sais. Et du moment que je reconnais que c'est des tibias, parce que du moment que tu vois prends... rien. Tu vois rien. Tu vois visibilité nulle. Je prends les jambes, je tente de les sortir, je suis incapable. Et là, action-réaction, je me dis, j'ai pas le choix, je rentre à l'intérieur. Je rentre à l'intérieur, je comprends que c'est une victime, je vois pas son visage, je vois pas ses jambes. Et là, je me dis, faut que je transmette à l'officier commandant qu'on a trouvé une victime. Et quand tu parles des bons coups, des mauvais coups, là, sur cette même intervention-là, quand je prends la radio, là, pour m'avoir déjà réécouté sur les ondes, quand je prends la radio, je parle, puis là, je dis juste pompier terrien. Tu sais, je le dis rapidement, alors que pour moi, c'est important d'être capable de transmettre des ondes radio claires avec calme. Mais sur cette intervention-là, tu vois, ce moment-là, j'ai transmis rapidement mon compte-rendu. Mais il faut comprendre qu'il y a un niveau de stress incroyable. Là. Exact, le plus haut que j'ai jamais eu dans ma vie. Que tout pompier va vivre dans sa vie. Exact. Là. Et du moment que j'ai transmis mon message, je me penche vers la fenêtre, je demande à un pompier de monter dans l'échelle portative, puis ensemble, on a uni nos forces. En fait, là, je lui ai donné un bras. Ensemble, on a uni nos forces, on a assis
le citoyen sur la lège de la fenêtre. Par la suite, le véhicule 405, donc l'échelle aérienne, est venu près de la lège, puis on a mis le citoyen à l'intérieur. Puis vous l'avez fait un sauvetage. Puis on a créé le sauvetage, exactement, on a fait un sauvetage d'un monsieur. Donc ça, on parle de bons coups. Ça fait partie de ça. Une des choses qui est importante, je pense, c'est la gestion du stress. Puis là, on comprend, là, c'était une situation vraiment exceptionnelle. C'est exceptionnel. Il m'est arrivé dans une autre occasion, un feu au 2e étage. Je suis le premier officier à rentrer à l'intérieur. Et bon, c'est tendance, c'est un feu de batterie lithium. Je pense être trottinette sur la rue Coloniale. Au 2e étage, on fait une attaque transitoire, donc on arrose de l'extérieur pour refroidir la température à l'intérieur parce qu'on a une flamme qui sort. Et on rentre à l'intérieur. Lorsqu'on arrive à l'intérieur, c'est avec des pompiers. Rapidement, on met de l'eau, on commence tout de suite à arracher. Et là, pour donner un compte-rendu, je me mets en retrait. Au lieu d'être dans le feu de l'action pendant que tout le monde travaille, je me recule de 10 pieds. Puis là, je transmets 405 OPC paisiblement. 405 OPC, on a un début d'incendie. Le feu, il n'est pas propagé à la structure. On a une structure maçonnerie porteuse. Et là, je transmets les différents comptes rendus. Et là, ça fait en sorte que je l'ai dit avec calme. Je l'ai dit d'une façon importante sur la structure de bâtiment parce que comme pompier, la structure de bâtiment, elle vient impacter là, nos opérations ou plutôt nos travaux d'exploration. Puis, le fait de transmettre avec calme sur les ondes radio notre intervention, ça a fait en sorte que on a passé 1, 2, 3 cylindres, tout a bien été, le travail a été effectué, puis au final, même à la fin de l'intervention, tu sais, thumbs up du chef de dire l'intervention, c'est ça qu'on s'attend d'un officier comme compte rendu au 2e étage. Fait que c'est sûr, comme jeune éligible, dans un premier temps, je me suis fait agacer en disant Mickaël rentrera plus dans les cadrages de porte. Mais aussi, je trouvais ça vraiment intéressant de me faire complimenter puis de dire Crime, c'est ça qu'il fallait que je fasse, c'est ça qu'on s'attendait de moi, j'ai réussi. Parfait, ben, ça augmente la confiance en soi comme jeune éligible, puis ça nous permet là, de grandir de cette intervention. Ben, je l'ai dit tantôt, je le répète, c'est sûr et certain, c'est que tu es un gars passionné. Tu es un gars passionné par ton travail. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous autres au podcast pour expliquer un peu plus le rôle d'un officier, puis qu'est-ce que ça prend, puis vers où on travaille avec ça, puis comment l'officier se positionne dans l'équipe de pompiers dans une caserne ou au service d'incendie. Ben, Mickaël, merci beaucoup, puis à une prochaine. Ben, assurément, merci, bonne journée. Salut, bye-bye.